Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois Pauline Doliger, ingénieure développement à l'IFCE, qui nous parle des bonnes pratiques de l'alimentation équine. Alors là, on vous parle du cheval au travail. Alors Pauline, quels sont les grands principes de l'ingestion et de la digestion chez le cheval ? Alors là, on est bien d'accord que je vais parler uniquement du cheval au box. C'est important parce que on est dans un milieu confiné et donc le cheval va être forcément tributaire de l'intervention de l'homme et des apports dans l'alimentation au cours de la journée. Alors on sait que le cheval est un herbivore et que dans la nature il passe 60% de son temps à s'alimenter en se déplaçant lentement. Donc c'est des choses qu'on va avoir du mal à reproduire au box. Dans un box, oui. Tout à fait. Donc il va falloir de toute façon privilégier les fourrages puisque le cheval est un herbivore. Il a un tube digestif et un gros intestin principalement qui permet de digérer les fibres. Et donc l'objectif c'est d'apporter une ration adaptée qui va permettre de réaliser les performances attendues. Donc les performances attendues, c'est l'utilisation sportive qu'on va en faire, l'utilisation peut-être en tant que cheval d'instruction ou cheval de compétition, et qui va permettre aussi de contribuer au bien-être et au maintien de sa santé au box. Alors quels vont être les meilleurs critères pour mesurer la qualité de ce rationnement, pour s'assurer qu'on a une ration qui est bonne pour ce cheval au box ? Alors d'abord, il y a quand même quelques principes qu'il faut connaître, notamment pour le cheval qui est à l'état naturel, mais c'est ce qu'il va falloir reproduire au box. C'est-à-dire que le cheval, il consomme des quantités importantes de fourrage, il mange fréquemment, en petite quantité. Il mange au moins 2/3 de sa journée, enfin sur 24 heures d'ailleurs, donc jour et nuit. Donc comment se passe la digestion chez le cheval ? Tu peux nous donner un peu les notions de base ? L'estomac est assez peu volumineux. Dans l'estomac, c'est la première partie de la digestion qui a lieu. Ensuite, les aliments passent rapidement dans cet estomac. Ils vont arriver dans l'intestin grêle, qui est plutôt long, où a lieu la digestion enzymatique. Donc, c'est une première digestion des sucres, des protéines, des matières grasses, avec une absorption de certains minéraux. Et puis ensuite, le gros intestin qui vient ensuite, il est très très volumineux, il fait 180 à 220 litres et ça va être le réservoir principal du microbiote où a lieu la digestion par fermentation par le microbiote du gros intestin et qui va digérer tout ce qui n'a pas été digéré dans l'intestin grêle et notamment les fibres. Les glucides pariétaux, donc toute la partie cellulosique des fourrages. Un petit peu comme ça se passe chez le bovin, mais qui lui est un polygastrique, quoi. Voilà, donc chez le bovin, ça se passe dans un ordre inversé, oui. Mais finalement, on a quand même deux herbivores. Et si on veut différencier par rapport à un ruminant, le ruminant, il va avoir besoin de ruminer justement et de rester à des périodes où il ne va pas manger. On parle du 3-8, il mange 8 heures, il se repose 8 heures et il rumine pendant 8 heures. Le cheval, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fermentation comme chez le bovin, mais lui, il a besoin de se nourrir en permanence. Ouais. Parce que la petite différence avec le bovin, c'est que en fait, il valorise un petit peu moins bien les nutriments des fourrages par rapport à des ruminants.
Quels sont les critères qui vont maintenant nous permettre de s'assurer que la qualité du rationnement est correcte chez le cheval ? Pour mesurer, donc faire un rationnement, ce qu'on appelle un calcul de ration, en quantité et en qualité, il faudra qu'on prenne en compte les besoins de chaque cheval qui vont être variables selon l'intensité de l'activité, la durée du travail. Il y a un lien aussi avec le stress, l'exercice et puis l'environnement dans lequel se trouve l'animal, qui va engendrer finalement un métabolisme individuel qui peut être différent selon les chevaux. En tout cas, les besoins, ils sont raisonnés généralement en fonction de l'intensité du travail que l'on mesure à l'échelle d'une semaine. Et ils vont être adaptés pour maintenir un poids et un état corporel constant dans le temps. Alors, on peut, par exemple, différencier deux types de chevaux, principalement. Là, je parle sur le cheval adulte. Donc, le cheval à faible besoin. Donc, c'est plutôt des chevaux de race rustique, de race ibérique, qui sont sans activité ou qui ont une activité au travail léger, donc une petite activité. Donc je vais donner un exemple, par exemple, c'est de 1 à 3 heures par semaine, ou peut-être même plus, mais avec un travail qui est essentiellement au pas, avec du trot et un tout petit peu de galop. Et puis à l'inverse, on va avoir le cheval à fort besoin. Donc c'est notamment les races de sang, le cheval en croissance. Donc pour les chevaux de selle, ça va être des chevaux de moins de 6 ans qui travaillent. Et voir un animal qui a un travail intense. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail intense ? Ça va être plutôt 6-7 heures par semaine, et puis ça va être finalement un travail qui consiste à réaliser essentiellement du galop. On est à 20 à 50% de galop, et entre 40 et 70% de trot sur la séance, sur toutes les séances par semaine. Alors pour s'assurer qu'on est bien dans la bonne ration, il y a le critère essentiel, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être de mesurer le poids ou surveiller l'état corporel. Tout à fait, puisque donc le rationnement, il va être basé effectivement sur le poids, puisque en fait les recommandations INRA et le rationnement ont été mis au point par l'INRA en fonction du format. Et le format, c'est un poids et un format, c'est-à-dire poney, cheval de sang ou cheval de trait, à un poids bien défini. Alors, première chose, c'est définir le poids pour savoir finalement quelles sont les recommandations de l'INRA. Donc, pour définir le poids, soit on a une balance, donc ça c'est facile, on pèse son cheval régulièrement. Soit on n'a pas de balance et donc du coup on va utiliser des méthodes plus faciles, c'est-à-dire une estimation à partir d'une mesure d'un périmètre thoracique et d'une toise qui en fait vont permettre par l'intermédiaire d'une équation d'obtenir le poids du cheval. Donc cette petite équation, donc il y a des équations différentes en fonction des chevaux et des formats et des races. Et donc ces équations, elles ont été intégrées dans un outil de simulation de l'IFCE, tout à fait. Et du coup, ça nous calcule directement par les deux mesures que l'on saisit le poids du cheval. Donc ça, c'est assez simple d'utilisation. Oui, donc cet outil de simulation, d'ailleurs, on mettra le lien dans notre podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement. Tu peux nous parler maintenant de la note d'état corporel ? Oui, parce que la note d'état corporel, en fait, les besoins qui ont été mis au point par l'INRA sur les recommandations de valeurs nutritives pour chaque type d'animal, donc par poids, elles prennent en compte aussi la note d'état corporel, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de maintenir une note d'état corporel de 3 sur une échelle de 0 à 5. Voilà, donc cette note d'état corporel, en fait, elle caractérise l'état d'engraissement des animaux. C'est un bon indicateur de la qualité du rationnement et de l'état des réserves de graisse. Et elle va permettre d'alerter précocement sur un problème de nutrition,
et même de santé. Donc pareil, cet outil, il y a un outil qui permet de simuler et de calculer la note d'état corporel. Pareil, en saisissant des critères simples d'estimation sur certains points. Donc l'estimation, elle se fait visuellement, mais elle se fait aussi à l'aide de palpations au niveau du garrot, des côtes, de l'arrière de l'épaule. Avec ces différents critères, on va pouvoir calculer une note d'état corporel. Alors, je te propose maintenant qu'on rentre dans la ration directement. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le cheval est un herbivore. Le fourrage est fondamental dans la ration. Comment on estime la quantité qui doit être distribuée et comment, surtout, doit aussi être évaluée la qualité de ce fourrage? L'apport de fibres, on le sait, est indispensable pour la santé du microbiote du gros intestin. Cet apport de fourrage, il va permettre de satisfaire à la fois les besoins comportementaux de mastication. Il participe à l'usure normale de la table dentaire et il va stimuler la salivation. Et il va limiter aussi l'acidité gastrique. C'est un facteur de bien-être aussi. Tout à fait. Voilà, donc s'il ne mange pas de fourrage, ça va être compliqué pour lui parce que, mine de rien, il passe quand même 60% du temps à avoir cette activité-là. Alors, il faut connaître effectivement les quantités minimum à apporter et puis avoir des connaissances sur la qualité des fourrages, bien sûr. Donc, sur les quantités... la communauté scientifique préconise qu'il faut au moins 50% de la ration à base de fourrage. On peut même éventuellement arriver peut-être même jusqu'à 100%, même sur des chevaux au travail. Oui, ça peut être le cas, oui. Voilà, donc avec des fourrages de qualité, de l'enrubané par exemple. Et que on sait qu'il ne faudra pas descendre en dessous d'une quantité minimale de 1,5% du poids. Donc ça se calcule. Par exemple, j'ai un cheval de 600 kg, 1,5% de son poids. Alors c'est en matière sèche. Donc 600 kg, je multiplie par 1,5%, ça fait 9 kg de foin, mais c'est bien en matière sèche. On divise par le taux de matière sèche. Et en gros, ça fait 10,5 kg de fourrage brut à distribuer sur une journée. Donc peut-être en plusieurs fois. Alors on reparlera tout à l'heure de la distribution pour savoir effectivement comment on estime cette quantité. Donc là, on part sur 1,5%. D'autres scientifiques parlent de 2%. Sauf qu'on sait très bien que si on peut augmenter la quantité de fourrage, cependant, pour des chevaux à faible besoin, on va arriver sur peut-être de l'embonpoint ou de l'engraissement. Donc, du coup, si on veut faire du rationnement, et là je parle bien de rationnement, on est plutôt autour de 1,5. Alors, au-delà de cette quantité, ça va dépendre aussi de la valeur alimentaire de ce fourrage. Voilà, donc tout va dépendre effectivement de la valeur nutritive des fourrages. Donc on a plusieurs types de fourrages. On va avoir des fourrages tels que du foin. Donc le foin, c'est donc un fourrage à base d'espèces qui sont récoltées dans une prairie, qu'elles soient naturelles ou temporaires d'ailleurs. En fonction de la date de récolte, on va avoir des fourrages qui sont plus ou moins riches en valeurs nutritives. Donc un foin récolté tôt en saison, c'est-à-dire mi-mai, début juin, va avoir des valeurs nutritives, que ce soit en énergie, donc j'en ai pas parlé effectivement, que l'on mesure en UFC, en unité fourrage cheval, ou en protéines que l'on mesure en MADC, matière azotée digestible cheval. Donc pour un fourrage qui est récolté tôt, on va avoir des valeurs élevées. Et pour un fourrage qui va être récolté tard,
par exemple fin juin, début juillet, on va avoir donc un stade végétatif plus avancé. Donc les graminées sont épiées et du coup la valeur alimentaire est plus faible. Oui, on va dire qu'on a plus de tiges que de feuilles, donc on perd de la valeur alimentaire. Voilà, finalement on a une teneur en cellulose et en lignine, en parois végétales, qui sont en partie digérés dans le gros intestin, mais pas tous. Et du coup, c'est ce qui induit une diminution de la valeur alimentaire du fourrage. Et on peut avoir quelques actions pour améliorer la qualité de ces fourrages ? Alors, une fois qu'il est récolté, ça va être compliqué. Après, on peut avoir... après, ce qui est intéressant, c'est aussi de mesurer la qualité sanitaire du fourrage. C'est ça, oui. Voilà, donc sur la qualité sanitaire, on pourra avoir des actions, mais pas sur la valeur alimentaire brute du fourrage. Donc sur la qualité sanitaire, ce que l'on peut faire, c'est effectivement, si on a des chevaux qui sont sensibles des voies respiratoires ou qui sont effectivement aussi hébergés dans des écuries qui sont un peu confinées, on peut avoir des problèmes respiratoires et toutes les poussières vont être un problème pour les chevaux. C'est assez fréquent chez le cheval, ouais. En ce qui concerne le traitement des fourrages, ce que l'on peut faire, c'est le trempage. Donc deux formes de trempage, hein. Un trempage classique dans de l'eau, tout simplement 15 à 30 minutes maxi, ce qui va permettre effectivement de neutraliser un petit peu les particules de poussière. Mais attention, on réduit quand même sa lessive, le fourrage, il ne faut pas croire. Donc du coup, on va lessiver le fourrage et les teneurs en sucre, en protéines, en minéraux et en vitamines vont être réduites. Donc on va perdre un peu de valeur alimentaire. Voilà, et surtout l'objectif c'est de ne pas dépasser 1 heure de trempage, parce que là on peut induire une prolifération de bactéries et de champignons, donc c'est quand même pas terrible. Ça serait plus grave, oui. Oui, ce deuxième traitement, c'est l'étuvage, c'est ça ? Alors effectivement, l'étuvage, c'est une stérilisation, donc au moins 60 minutes à la vapeur, à 90 degrés. Donc il y a qu'une entreprise qui commercialise aujourd'hui ce dispositif pour étuver le fourrage. Il permet, donc les études ont montré qu'il permettait quand même de réduire de 90% le taux de particules respirables, donc ça c'est intéressant. Et il garderait quand même les teneurs en sucre, en protéines et en minéraux du fourrage. Mais pas toujours. Donc il y a quand même des études qui ont prouvé que c'était pas toujours le cas. En tout cas, le foin il doit être distribué, il doit être essoré avant, juste après, et puis distribué quand même rapidement après l'étuvage. La valeur alimentaire, elle peut quand même varier considérablement selon les différents types de fourrage. Bah oui, en fait, on a là je vous ai parlé tout à l'heure du foin, mais il n'y a pas que ça comme type de fourrage. On peut avoir de l'enrubané. Alors en fait, c'est du foin, mais qui est récolté en maintenant un certain taux d'humidité et pour lequel on va donc envelopper ce foin, c'est les balles. Pour qu'il y ait une fermentation lactique et donc un maintien de la valeur nutritive. Une fermentation anaérobie, c'est ça ? Voilà, donc il faut que les balles restent bien fermées hermétiquement, sans ouverture de ces bâches plastiques pour qu'elles puissent se conserver et en qualité au niveau sanitaire et au niveau valeur alimentaire. C'est une technique qui nous vient du bovin et qui est de plus en plus fréquente chez le cheval, ça, non ? Non, c'est une technique de conservation des fourrages. Les anglo-saxons, si on va en Angleterre ou en Irlande, ils utilisent de l'enrubané depuis très longtemps, mais d'ailleurs nous aussi, on l'utilise. C'est encore peu fréquent dans les écuries, mais c'est de plus en plus quand même pratiqué, puisque on commence à avoir des entreprises commerciales qui commencent à commercialiser des petites balles. Je dis pas que c'est pas cher, mais ça commence à se faire. Alors, donc c'est quand même assez courant, ouais.
Quel autre type de fourrage on a? Alors, ce qu'on oublie, c'est la paille, parce que la paille, mine de rien, on l'utilise en litière, mais en fait, elle fait partie du calcul de ration, parce qu'elle va apporter quand même de la matière sèche, qui va peut-être être intéressante de temps en temps quand on va avoir finalement une ration à valeur nutritive très élevée. Les quelques kilos de paille par jour vont s'intégrer dans la ration et qui va finalement apporter aussi de la fibre qui va manquer à la ration. Donc ne pas oublier la paille. Des études récentes nous ont montré que pour des chevaux qui prenaient de l'embonpoint et qui avaient peu d'activité, il était intéressant de faire des rations, peut-être même 50% paille, 50% foin, notamment par exemple pour des poneys. Et que si la paille est apportée progressivement avec une transition alimentaire dans la ration, il n'y aura pas de problème de colique ou d'impaction comme c'est un peu connu. Oui, qu'on craint souvent avec la paille. Ouais. C'est ça. Autre type de fourrage? Alors, autre type de fourrage, le foin de luzerne. Alors, la luzerne, en fait, c'est un végétal qui est un peu différent des graminées qu'on va retrouver dans une prairie temporaire ou naturelle. La luzerne, elle a la caractéristique, c'est une légumineuse, elle est très riche en protéines. Donc on va plutôt la réserver aux chevaux à fort besoin. Donc plutôt des chevaux au travail et en croissance, par exemple, ou peut-être des chevaux qui sont à la reproduction. Pour le cheval au box, au travail, les chevaux qui sont avec un travail intense, par exemple, et qui vont avoir besoin d'un apport protéique assez important. Aussi, on peut l'apporter aussi aux chevaux qui sont sujets aux ulcères, puisqu'en fait, on sait qu'il a un pouvoir tampon, qui va permettre donc d'éviter d'avoir une acidité trop importante dans le tube digestif, notamment avec des rations qui sont très riches en énergie pour ces chevaux à très fort besoin. Oui, un moyen intéressant. Donc voilà, on vient de voir l'importance fondamentale du fourrage dans la ration, comme un élément de base, et on va pouvoir le complémenter de temps en temps avec un concentré. Est-ce que tu peux nous parler de ça maintenant ? Alors les concentrés, il y en a de plusieurs types. Il y a des concentrés qu'on appelle fermiers, c'est-à-dire des aliments simples, c'est généralement des céréales, de l'orge, de l'avoine, du maïs, voilà. Et donc ça, c'est des céréales. Il y a des graines de lumineuses que l'on donne aussi en tant que concentré dans l'alimentation du cheval. Ça peut être de la févrole, du lupin, du pois. Des sous-produits de culture, c'est des sous-produits oléagineux comme des tourteaux de soja, des tourteaux de lin ou de tournesol, qui vont être très riches en protéines et en acides gras essentiels. Et puis des coproduits qui peuvent être par exemple de la pulpe de betterave. Donc tout ça, ce sont des aliments simples. Et puis on a les aliments du commerce, ce sont donc les industriels fournisseurs d'aliments du bétail vont produire des aliments concentrés qui vont être de 3 grands types principalement. Des aliments complémentaires de céréales qui vont être plutôt riches en protéines et en calcium pour finalement complémenter une ration à base de céréales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est un aliment complémentaire de fourrage. Donc là, on est plutôt sur un aliment riche en énergie et en protéines. Donc dedans, en fait, on retrouve des céréales qui va plutôt complémenter une ration à base de fourrage principal.
Et puis le troisième aliment que l'on retrouve dans le commerce, c'est l'aliment à base de fourrage, qui est finalement un foin qui a été broyé, qui est à base de graminées ou de légumineuses, et qui peut remplacer en partie le fourrage. Alors cette quantité de concentré qu'on va amener, quelle que soit sa forme, elle va dépendre de quel facteur ? Alors bien sûr, on a dit tout à l'heure que le rationnement il est basé sur le fourrage, et ensuite on va apporter un complément si nécessaire en fonction de l'apport du fourrage principal. Le concentré, c'est pas une obligation. Non. Faut bien qu'on le rappelle. Ouais. Oui, le cheval est un herbivore et l'apport de fourrage doit être principal. Et le concentré, il vient là juste pour apporter le manque, soit en énergie, soit en protéines, à la ration qui est à base de fourrage. Et ce manque, il va dépendre en partie soit de la qualité du fourrage, soit de l'activité du cheval, c'est ça ? Alors, il dépend en fait principalement de la qualité, de la valeur nutritive du fourrage. Et ça, cette valeur nutritive, on l'estime comment ? La valeur nutritive, donc, elle s'estime en énergie, donc en unité fourrage cheval, en protéines, en matière azotée digestible cheval, et ensuite on va avoir les teneurs en minéraux, en calcium, en phosphore, et puis après d'autres macro-éléments comme le magnésium, le potassium, le sodium, et puis des oligo-éléments, le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium. Alors pour analyser le fourrage, on fait un prélèvement dans la balle et on peut l'envoyer à un laboratoire qui va donc analyser, mesurer les teneurs dans les différents critères nutritifs et apporter donc des valeurs nutritives par kilo de matière sèche pour un fourrage. Donc c'est essentiel, si on veut faire du rationnement, de faire d'abord une analyse du fourrage principal, puisqu'en fait, si j'analyse pas 80% de la ration, finalement, je ne peux pas faire de rationnement. Je crois que c'est très important de bien comprendre ça. D'autant que les concentrés sont de plus en plus chers et il faut effectivement savoir quelle quantité on a besoin effectivement. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de 4 grands types de concentrés. Est-ce qu'ils ont des valeurs alimentaires distinctes ? Alors tout à l'heure, j'ai parlé des concentrés de base, c'est-à-dire les céréales. Donc les céréales comme l'orge, l'avoine, on va avoir des teneurs en énergie, en amidon qui sont assez élevées. C'est des céréales, donc le taux de phosphore et de vitamine B sont aussi assez importants. Et à l'opposé, on va avoir plutôt des graines de légumineuses comme la févrole, le lupin, le pois, et qui sont riches en protéines et assez bien équilibrées en acides aminés indispensables. Et puis, on peut avoir aussi des teneurs assez importantes en phosphore, en calcium et en manganèse. Y a d'autres concentrés qu'on peut ajouter à la ration ? Oui, par exemple, comme les huiles végétales. Donc, l'huile est un bon apport en termes d'énergie. Il va limiter l'apport d'amidon que l'on retrouve dans les céréales et qui peuvent poser un problème de santé, et notamment avec des problèmes d'acidose et d'ulcères. Donc, l'objectif quand même dans le rationnement, c'est de limiter ce taux d'amidon dans la ration en général. Et les huiles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles apportent de l'énergie sans apporter l'amidon. Par contre, il y aura 0 apport de protéines. Donc il faudra de toute façon compenser avec un apport de protéines supplémentaires et un apport de minéraux aussi. Et il y a aussi la pulpe de betterave ? Alors la pulpe de betterave, elle est intéressante parce qu'elle peut apporter de l'énergie, du calcium. Elle permet justement, par exemple, de rééquilibrer une ration avec une proportion de céréales très élevée qui est souvent déficitaire en calcium. Donc ça, c'est intéressant. Elle n'apporte pas d'amidon, donc c'est aussi intéressant. Par contre, elle apporte effectivement une teneur en énergie qui est assez importante. Et surtout, elle a un rapport calcium sur phosphore qui est très élevé, puisque le taux de calcium est très important. Donc, il faudra bien rééquilibrer aussi, peut-être avec une supplémentation en minéral ou avec d'autres concentrés. Alors justement, tu abordes cette question là, de la supplémentation minérale. On a l'habitude de parler de complément minéral vitaminé, CMV. On ajoute ça régulièrement à la ration ? C'est pas toujours nécessaire.
La complémentation en minéraux, elle va être importante lorsque l'on n'apporte pas d'aliments du commerce. Parce qu'en fait, dans l'aliment du commerce, il y a déjà... Un CMB déjà intégré. C'est ça. Donc, on ne va surtout pas en rajouter, parce que là, on va créer des excédents. Ce qui n'est pas forcément recherché, bien au contraire. Voilà. Donc, du coup, on va privilégier l'apport d'un complément minéral vitaminé, surtout si la ration est exclusivement composée de fourrage ou si elle est composée de quelques aliments simples comme des céréales ou autres. Et parfois, on peut juste ajouter du sel pur. Alors le sel, c'est autre chose. Le sel, c'est du NaCl, c'est du sodium et du chlore. Le sel, il doit être à disposition en permanence. Donc, c'est les seuls minéraux pour lesquels le cheval se régule dans sa consommation. Donc, il va aller lécher un bloc de sel qui va être à disposition dans le box en permanence en fonction de ses besoins. Oui, ça, c'est le seul. Alors, il y a un autre élément fondamental dans la ration, c'est l'eau. L'eau joue un rôle vraiment important dans la digestion. Tu peux aborder cette question maintenant ? Effectivement, l'eau a un rôle important dans la digestion, parce que plus l'aliment est sec, plus le cheval a besoin de s'abreuver, évidemment. Le cheval, il va ajuster sa consommation d'eau à ses besoins. Donc, il consomme en gros entre 20 et 80 litres par jour. Vous voyez que la plage est large, parce que effectivement, ça va dépendre de ce qu'il ingère. S'il ingère une alimentation humide comme de l'herbe, ça va pas être du tout la même chose qu'une alimentation sèche que l'on va retrouver pour un cheval au box. Le cheval doit avoir accès à l'eau en permanence et en quantité illimitée. Donc pour ça, on peut disposer d'un abreuvoir automatique qui est muni d'un système antigel, par exemple, qui va permettre de proposer une eau propre et non stagnante en permanence. Il faudra faire attention quand même au courant électrique des systèmes antigel qui sont parfois démunis de prise de terre et pour lequel on n'y pense pas, mais c'est un sujet qui peut être intéressant. Et le cheval qui ne boit pas, ça peut être parce qu'il se prend des coups de jus dans l'abreuvoir. Donc du coup, première chose à faire, il faut faire attention et voir si effectivement il y a une prise de terre au niveau de l'abreuvoir. Donc, comment on s'aperçoit qu'un cheval ne boit pas ? Ça peut être sur sa facture d'eau, mais là c'est grave, ça veut dire que ça fait un petit moment que les chevaux boivent pas, mais c'est des cas qu'on a observés. On va le voir à l'état corporel aussi, non ? Alors ça va être à l'état corporel, mais c'est pas toujours évident de mesurer un degré de déshydratation chez le cheval. Il faudra demander au vétérinaire parce que les critères sont un petit peu plus subtil que juste un pli de peau. Voilà, donc effectivement, il pourrait y avoir une baisse de forme. Donc c'est un ensemble de critères, mais la déshydratation n'est pas toujours évidente à mesurer, surtout quand on a des abreuvoirs automatiques qui se remplissent en permanence avec un niveau rempli en permanence. L'eau, elle doit être propre visuellement, elle doit être régulièrement renouvelée. Donc il faut que l'abreuvoir soit entretenu régulièrement, il faut éviter les salissures qui peuvent entraîner un refus d'abreuvement. En pratique, pour mesurer, vérifier l'eau tous les jours, en fait c'est à chaque entrée dans le box, que ce soit le matin, au moment du nourrissage, au moment de l'affouragement, du retour au travail, on jette un coup d'œil sur l'abreuvoir. C'est essentiel. Un cheval qui fait son crottin dans un abreuvoir, c'est assez courant. Et à ce moment-là, il ne va pas boire. On a des critères de potabilité de l'eau ? Concernant la potabilité pour les animaux d'élevage, il n'existe pas de réglementation, mais seulement des recommandations. Et on va se baser en fait sur les seuils de potabilité qui sont recommandés pour la consommation humaine. Donc c'est des critères chimiques sur le pH, mais les teneurs en nitrate, en chlorure et en phosphate. Et il y a aussi des paramètres biologiques en termes de numération de bactéries. Il est recommandé quand même de faire une analyse 1 à 2 fois par an
sur quand même l'eau, qui provient notamment, alors pas forcément sur l'eau qui provient d'un réseau communal parce que c'est l'eau potable pour l'homme, hein, mais dès que l'eau va venir d'une source privée ou d'un puits ou d'un fourrage, c'est super important de faire une analyse d'eau. Un élément important à prendre en compte. Bon, donc là, on vient de voir les 4 points fondamentaux de la ration, hein, le fourrage, élément de base, le concentré qu'on ajoute en complément si besoin, le complément minéral et vitaminé qu'on ajoute également, l'eau. Comment on va maintenant, quels sont les grands principes pour calculer une ration ? L'objectif du rationnement est de choisir les aliments dans une bonne proportion pour satisfaire les besoins du cheval et le maintenir en bonne santé. Alors, il y a en fait 5 grandes étapes pour faire ce calcul de ration. La première, c'est qu'on va rechercher les apports journaliers recommandés, donc qui sont référencés dans des tables INRA en fonction du format, de l'âge et du poids, et évidemment le niveau d'activité. Donc, on recherche les apports journaliers recommandés qui correspondent au cheval que l'on veut, pour lequel on veut faire le calcul de ration. Ensuite, on va inventorier les aliments à disposition, donc la part de fourrage, les fourrages principaux et éventuellement les concentrés. La quantité du fourrage principal doit correspondre à 60% de la capacité d'ingestion. En fait, c'est la quantité de matière sèche totale que le cheval est capable d'ingérer par jour. Donc je prends 60% du fourrage principal et je vais regarder finalement quels sont les apports sur les différents nutriments pour ce fourrage principal. En fonction des déficits ou des excès, je vais complémenter éventuellement soit avec d'autres fourrages et ensuite avec un aliment concentré qui va être évidemment, qui va correspondre aux déficits ou aux excédents du fourrage principal. Ensuite, je vais équilibrer la ration en fonction d'abord de la quantité de matière sèche totale. Donc si j'ai pas apporté assez de matière sèche, je peux apporter un petit complément en paille par exemple. Je vais ensuite équilibrer en énergie, en unité fourrage cheval. Donc généralement, on peut rajouter un peu de concentré pour régler un déficit en énergie. Ensuite, on va regarder le rapport MADC sur UFC, c'est-à-dire le rapport entre les protéines et l'énergie apportée, qu'il faudra effectivement qu'il soit maintenu. Donc ce rapport, il doit être entre 70 et 90 pour un cheval au travail. Et ensuite, je vais regarder le rapport en minéraux, c'est-à-dire calcium sur phosphore, qui doit être autour de 1,5. Alors c'est quelque chose quand même d'assez complexe, hein. On a des exemples de rations qu'on peut trouver sur nos sites ou sur nos documents qui puissent nous aider. Alors un outil de simulation a été produit par l'IFCE qui permet de faire des calculs de rations. Donc vous avez 2 options. Soit on rentre les caractéristiques du cheval et on obtient des rations types avec, on va rentrer finalement un fourrage, le fourrage principal généralement. Et l'autre possibilité, c'est aussi de vérifier sa ration. Donc je rentre les caractéristiques de l'animal, du cheval, et ensuite je rentre les aliments principaux. Et le logiciel calcule la ration et donne des informations sous forme graphique de l'équilibre de la ration. Alors cet outil de Simul, hein, le lien est dans le texte qui accompagne donc ce podcast. On a aussi le livret des 10 bonnes pratiques de l'alimentation que l'IFCE diffuse, dans lequel on a beaucoup d'exemples de rations.
Donc on vient de voir maintenant comment on calcule cette ration. Il y a quand même encore un élément important dans cette alimentation, c'est la distribution de l'aliment. Quels sont les facteurs importants ? Alors on va différencier la distribution des fourrages de la distribution des concentrés. Pour les fourrages, évidemment, l'idéal, 1, pour la santé, 2, pour le bien-être du cheval, c'est que le fourrage soit qu'il soit en permanence à disposition, tout à fait, du cheval. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais si possible, on va privilégier une disposition en permanence. Sinon, on peut fractionner par des apports. Plus on sait que le cheval doit manger tout au long de la journée, donc plus on va fractionner, évidemment, plus ça va être intéressant. Par contre, effectivement, ça va demander plus de temps de travail à fractionner les repas, que ce soit en fourrage ou en concentré d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que le cheval mange la nuit et qu'il faudra apporter au moins 50% de la part de fourrage le soir pour qu'il puisse manger aussi au cours de la nuit. On peut utiliser des slow feeders, des choses comme ça pour répartir la consommation ? 3 types de distribution, on va dire classiques. Soit on distribue au sol, c'est intéressant parce qu'on a une posture naturelle de l'encolure vers le bas. La distribution est facile. Par contre, il y a du gaspillage, il peut y avoir de la salissure du fourrage, donc ça c'est les points négatifs. La deuxième possibilité, c'est de mettre le fourrage dans un râtelier. Alors, selon le type de râtelier, on aura des positions qui vont être ou des postures de l'encolure vers le bas qui seront plus ou moins importantes. Souvent, il va y avoir moins de gaspillage puisqu'on a le fourrage qui est dans le râtelier. Par contre, attention aux prises de pied avec certains types de râteliers. Et puis, il peut y avoir aussi du gaspillage puisque le cheval aussi est capable de sortir le foin du râtelier pour aller le manger au sol à côté. Troisième type de râtelier que l'on retrouve maintenant de plus en plus sur le marché, ce sont les slow feeders. Ce qui permet, c'est un nourrisseur lent, c'est ça que ça veut dire. Alors c'est quoi en fait ? C'est un râtelier sur lequel on va mettre des filets à petite maille qui va en gros empêcher le cheval de prendre des grandes bouchées tout simplement et de trier le fourrage et de prendre des bouchées au fur et à mesure, ce qui va induire un ralentissement de l'ingestion du fourrage qui va lui permettre finalement de manger plus longtemps et qui va, pour son bien-être, ça l'occupe. Et donc pour ces slow feeders, il y en a plein sur le marché. Des études scientifiques sont en cours pour justement les étudier et connaître l'impact de ces slow feeders sur l'ingestion, mais aussi sur des incidences au niveau squelettique, sur le dos. Et puis sur les temps d'alimentation qui vont être engendrés par ce dispositif. Donc généralement on a une ingestion qui est ralentie, qui est plus longue. Le fourrage est maintenu propre quand même, il y a moins de gaspillage. Par contre, il peut y avoir des prises de pied puisqu'on est avec des filets, donc des chevaux qui sont ferrés, ça peut être embêtant. Il peut y avoir de la préhension qui est tellement difficile qu'il va y avoir des phénomènes de frustration et que le cheval va finir par refuser. C'est ce qu'on va essayer d'étudier dans ces études de bien-être. Tout à fait. Et puis, et dans ces études de bien-être, il y a aussi, on va étudier aussi le frottement, puisqu'on sait que le cheval a des fibrilles au niveau des bouts des lèvres, qui lui permet justement de faire ce tri d'aliments. Et on sait que ces frottements par ces filets peuvent éventuellement avoir une incidence aussi. Alors sur le concentré, il y a là aussi des recommandations à faire sur la distribution ? Sur les concentrés de préférence, évidemment, en petite quantité à la fois. Donc l'objectif, c'est de limiter les gros repas. Qu'est-ce que c'est qu'un gros repas ? C'est 2 kilos de concentré. C'est en gros plus de 4 litres de concentré, sachant que j'évite de parler en litres puisque les densités des aliments sont différentes. Ils sont variables. Alors pour la distribution, c'est du cheval au box, on est bien d'accord, c'est minimum 2 repas par jour.
généralement à heure fixe. En simultané pour tous les chevaux, c'est mieux, puisqu'on sait qu'il y a des phénomènes d'excitation et de frustration des autres chevaux qui voient certains se faire distribuer l'aliment. Oui, avec un développement de stéréotypie parfois. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont étudiées à l'heure actuelle. Et puis, l'objectif, c'est de maintenir le même niveau de rationnement, en quantité, quelle que soit l'intensité du travail par jour. C'est pas parce que le cheval va travailler énormément un jour qu'il va falloir lui donner la double ration. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé que l'on calculait la ration à l'échelle du travail de la semaine et non pas du jour. En ce qui concerne l'ordre de distribution entre les concentrés et les fourrages, on va privilégier l'apport de fourrage avant les concentrés, puisque ce qui permettra une meilleure digestion des fourrages dans le gros intestin et d'éviter que finalement les concentrés soient digérés trop rapidement par le gros intestin et poussés par les fourrages. Et par rapport à l'activité du cheval, tu recommandes de distribuer les aliments plutôt avant ou après l'exercice ? Alors avant l'exercice, pour éviter de faire travailler un cheval à jeun, et c'est un problème puisque cela engendre en fait des ulcères. Ça a été montré par différentes études. Pour éviter qu'effectivement le cheval soit à jeun, on va privilégier un apport, par exemple, qui peut être faible, mais de 2 kilos de fourrage avant le travail, par exemple le matin, avant l'effort. Et les concentrés seront plutôt distribués 4 à 5 heures après l'exercice. Voilà, c'est ce qu'on privilégie, surtout si l'exercice est intense. Après, sur un exercice quotidien, sur un petit travail, on peut effectivement apporter le concentré très rapidement après l'exercice. Il faut quand même que le cheval ait retrouvé sa fréquence respiratoire normale au repos et qu'il transpire plus pour lui distribuer les concentrés. Donc important à signaler parce qu'on a plutôt tendance à penser que les chevaux doivent travailler à jeun. Tout à fait. Donc important, si on peut privilégier au moins un apport de 2 kilos de fourrage le matin, même avant le concentré du matin, ça sera effectivement un progrès dans les écuries. Alors justement, dans cette problématique de la distribution, tu as abordé quelques risques alimentaires. C'est toujours un problème qu'on ne peut pas négliger dans l'alimentation. Il y a des risques qui sont liés à cette alimentation. Est-ce que tu peux nous les détailler maintenant ? Alors, premier élément à prendre en compte, c'est la transition alimentaire. On a vu tout à l'heure que le microbiote du gros intestin était adapté finalement à un type d'aliment. Et que lorsque l'on change d'aliment, on va perturber en fait ce microbisme qui est assez fragile. Et c'est pourquoi il faut faire une transition alimentaire, même entre deux fourrages. On sait très bien que le microbisme va être différent si le cheval mange de l'herbe ou le cheval mange essentiellement un fourrage sec. On sait très bien que le microbisme est différent. Donc il faut toujours faire une transition alimentaire, que ce soit entre deux fourrages ou avec un nouveau concentré, par exemple, ou l'ajout d'huile. Donc on fera une transition. Le temps d'adaptation, on sait qu'il est entre 10 à 20 jours pour que le microbiote, en fait la population de bactéries s'adapte à un nouveau régime. Alors, par exemple, pour faire une transition sur 10-20 jours, c'est par exemple un apport de plus ou moins 1 kg de fourrage par jour que l'on apporte progressivement. Et avec des concentrés, ça va être plus ou moins, par exemple, 0,5 litres de concentré que l'on apporte progressivement tous les 3 jours en changeant progressivement de ration. Alors, autre point, on va essayer d'éviter les rations excédentaires ou déficitaires, évidemment. Effectivement, l'objectif, c'est de limiter les risques de maladies et les troubles qui peuvent être liés à l'alimentation. Alors, sur une ration excédentaire, c'est quoi finalement ? C'est trop de concentré, plus de 2 kilos de concentré par repas, par exemple, des excès d'énergie
au-delà de 110% des besoins. Un excès d'amidon, j'en ai parlé tout à l'heure, au-delà de 2 grammes par kilo de poids par jour. Des excédents de protéines au-delà de 150% des besoins et des excédents de minéraux au-delà de 180% des besoins. Alors sur des rations excédentaires, quels sont les signes ou les troubles principaux que l'on retrouve, c'est des coliques, des bouchons œsophagiens, de la diarrhée, des ulcères gastriques. Enfin, tout ça, ce sont des maladies ou des troubles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui peuvent être causés par une ration excédentaire. La fourbure, de l'obésité, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une pollution environnementale. Pourquoi ? Parce qu'on apporte une ration excédentaire. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Le cheval va en rejeter aussi une partie, et finalement, on va rejeter principalement des émissions de phosphore et d'azote dans le sol ou à travers évidemment les effluents qui ne sont pas nécessaires. Et puis c'est une perte économique. Une perte économique puisqu'aujourd'hui on sait que les concentrés valent très cher. C'est ça. Et au niveau de la ration déficitaire, quels sont les problèmes engendrés ? Une ration déficitaire, ça va être par exemple une quantité de fourrage inférieure à 60% de la ration par exemple. Pas de sel à disposition, pas un accès à l'eau qui est limité. Donc voilà des rations qui peuvent être déficitaires par exemple. Pas de minéraux dans la ration. Donc là aussi, ça peut être des coliques, des coups de sang, des diarrhées, une déshydratation et même des stéréotypies, notamment avec des quantités de fourrage très faibles. Alors on rappelle que quand on a tous ces signes-là qui doivent alerter, on fait appel à son vétérinaire, non ? Tout à fait. Donc première chose, prendre l'avis du vétérinaire. Donc dès que les signes sont... Alors quels sont les signes qui peuvent alerter, pour lesquels on va faire appel au vétérinaire, bien sûr ? C'est par exemple le cheval qui refuse 50% de sa ration quotidienne de fourrage. Donc là, il faut se poser quand même des questions. Soit il ne mange pas sa ration de concentré d'une traite, là aussi. Il se jette sur l'eau lorsqu'on lui présente un seau propre d'eau. Là, c'est qu'effectivement, il y a un problème au niveau de l'abreuvoir. Ou il présente des troubles de salivation ou de dentition. Donc ça peut être du rejet des aliments de la bouche ou d'autres problèmes au moment de l'ingestion. Il y en a d'autres, le cheval n'a pas produit de crottin, donc ça on va le voir en observant la litière. Il n'a pas de produit de crottin pendant une demi-journée, donc là il faut se poser quand même des questions. Il a la diarrhée, il se maintient couché de façon prolongée, ou il présente des signes de colique, je l'ai dit tout à l'heure, ou le box, finalement, quand on rentre dedans, il a une odeur nauséabonde ou irritante. Et là, il faut quand même se poser des questions, parce que là, on a sûrement un problème de digestion aussi. Alors Pauline, on arrive à la fin de notre entretien. Donc on a vu toutes ces bonnes pratiques de l'alimentation du cheval au box. Si on voulait se résumer en quelques grands principes fondamentaux, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors d'abord, c'est estimer, on a parlé de la note d'état corporel, donc c'est estimer régulièrement la note d'état corporel pour pouvoir ajuster la ration au fur et à mesure. Donc la note d'état corporel, ça s'estime en gros tous les mois, tous les 2 mois, pour voir s'il y a besoin de faire évoluer la ration. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, dans la ration, on a dit de privilégier les fourrages, donc c'est d'abord au moins 60% de la ration qui doit être composée de fourrage. Ensuite, le troisième point, choisir le concentré en fonction de la qualité du fourrage, d'où l'intérêt de faire une analyse. Mmh. Et d'utiliser un fourrage dont la qualité va être en relation avec les besoins du cheval. Bien sûr. Fourrage de très bonne qualité nutritive pour les chevaux à fort besoin, travail intense, croissance. Un fourrage plus fibreux pour les chevaux à l'entretien ou à faible besoin ou qui ont un travail modéré. Ensuite, on vérifie la qualité de l'eau. Voilà, vérifier la qualité de l'eau, que le cheval boit bien. Donc, essayer de trouver des critères qui vont me permettre de dire que oui, le cheval consomme de l'eau et en quantité. Et un dernier point, donc ? Sur la distribution, c'est effectivement d'apporter toujours des petites quantités, notamment de concentré, donc fractionner les repas au maximum, apporter le fourrage
soit de façon en permanence dans le box si possible, et sinon de façon fractionnée, au moins 2 à 3 ou 4 fois dans la journée. Ne pas oublier l'apport de fourrage pour la nuit. Et pour le dernier point, c'est de recalculer les rations au bout d'un certain temps pour éviter les excès et les déficits. Tout ça, ça se mesure évidemment en fonction de la forme du cheval, de son état corporel et aussi de la qualité des fourrages, puisqu'on sait qu'on peut avoir des approvisionnements différents et qu'il va falloir refaire les rations, effectivement recalculer les rations en fonction du fourrage principal. Très bien. Donc on rappelle que tous ces points que tu viens d'aborder sont dans un livret qui concerne les 10 bonnes pratiques pour nourrir un cheval au box, qui est en lien donc, dans le texte du podcast. Et on peut évidemment retrouver aussi tous ces outils sur notre site pour avoir plus d'informations. Merci Pauline. Merci, au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.